respecter le timing qui a bien dérivé. On va ajuster un petit peu, resserrer le... Mais l'idée c'est qu'on puisse vous présenter. Ce que je souhaite c'est pouvoir faire parler des auteurs un peu sur leur parcours, sur ce qui vous a amené au livre. C'est ce qui va donner à fond envie en tout cas au lecteur de dire tiens ce titre, ce qu'il a fait, ce qu'il nous parle, c'est proche de la vie, ça permet d'aller plus vers le livre. Enfin, sur chacun des derniers bouquins que vous avez publiés. Vous êtes notre chef opérateur caméraman. C'est bon, tout est prêt? Ça marche. On est venu. Bon, pour ne pas perdre trop de temps, voilà, on va pouvoir continuer donc bientôt le temps, le rendez-vous littéraire du salon, donc on approche de la fin de journée pour ça. On a en présence aujourd'hui deux auteurs qui se rejoignent par une particularité qu'on va pouvoir découvrir. Donc, à ma gauche, tout à gauche, donc on a Alexis Ragoumio et puis donc Laurent Marleau, donc, qui nous font le plaisir et l'honneur de participer au salon cette année, qui se sont illustrés par des publications très récentes de grande qualité. Et le point commun qui les unit tous les deux, non seulement d'écrire du roman à suspense, du polar bien sûr, mais surtout ce sont des passionnés et des gens qui viennent du milieu du théâtre. Donc l'intérêt premier de réunir des auteurs tels que Laurent et puis Alexis, c'est de pouvoir montrer un petit peu l'intervention qu'il peut y avoir avec des comédiens de théâtre, ce que ça peut donner aussi à travers leurs personnages dans les romans. Aujourd'hui, les romans sont très très portés par les personnages qu'on met en avant. Et effectivement, ce lien entre le théâtre, le roman, et les comédiens, les personnages est très très fort. Donc, je vais donner un petit peu la parole et présenter rapidement donc, Alexis Ragoumio. Donc 9 romans, 9 pièces de théâtre. On peut dire que le chiffre 9 vous porte bonheur, hein. Un petit peu. Vous êtes illustré et vous avez été nominé par une quantité de prix littéraires tout à fait remarquable. Du prix du polar européen, du prix évidemment pour votre dernier livre, dont on voit la couverture en rouge. Il a été dans les 2 premières listes du prix Goncourt 2017. Donc effectivement, quand vous avez en compétition un auteur tel qu'Alexis dans votre rétro au devant, bien, voilà, vous illustrez partout, donc attention talent. Et puis dans les domaines pour Laurent Marleau, comment? Ah, il n'y a pas de l'air. Alors chaque fois, je ne sais pas pourquoi, Malo, voilà. Donc là, c'est 4 romans pour vous. Donc du coup, alors vous avez créé un type dans le polar pour vos plus récents en tout cas, avec un personnage enquêteur qui va revenir, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu. L'idée première aussi de cet échange, c'est pouvoir savoir quel est votre parcours personnel à chacun, bien sûr, mais également aussi le lien avec le théâtre. On va peut-être commencer par Alexis. Qu'est-ce que le théâtre vous a amené aujourd'hui dans vos livres et qui se remarque? Et dans votre dernier bouquin, vous avez fait un lien, une forme de synthèse finalement entre ce théâtre et le suspense. Oui, c'est vrai que j'ai écrit pour le théâtre pendant une quinzaine d'années et j'ai eu cette chance de pouvoir travailler directement au montage avec les metteurs en scène et les comédiens qui montaient mes textes. À l'origine, j'ai même fait une école de théâtre, donc j'ai aussi joué pendant quelques années en tant que comédien et aussi un peu touché de la mise en scène. Bref, cette approche du théâtre qui m'a fait passer à la fois par le jeu, par la mise en scène, aussi par la technique, par les éclairages, enfin... l'idée c'était d'être un petit peu touche à tout. Tout ça m'a permis d'appréhender aussi l'écriture théâtrale sur un mode extrêmement concret, extrêmement pratique. Et c'est vrai que sur toutes les pièces sur lesquelles j'ai travaillé, que ce soit comme comédien, comme metteur en scène ou comme dramaturge, j'ai été confronté au travail de l'acteur et à la nécessité, alors là cette fois je parle en tant qu'auteur, à la nécessité de toujours tenir le fil du personnage. Et quand je parle de fil du personnage, c'est celui de la pensée. Le personnage doit avoir une pensée qui peut être parfois incohérente, hein, on est bien d'accord, le personnage peut être tout à fait illogique, mais en tout cas il y a un fil à tenir, et ça on s'en aperçoit très vite quand on travaille directement avec le comédien qui est censé incarner le personnage que vous avez imaginé. Dès que le comédien perd le fil,
en répétition. Alors, il y a deux possibilités. Soit on dit au comédien « réessaye encore », parce que le comédien peut être paresseux aussi. Donc s'il n'y arrive pas la première fois, on dit « réessaye », 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et s'il n'arrive toujours pas, ça veut dire que nous, en tant qu'auteurs, à un moment dans l'écriture, on a perdu le fil du personnage. Et d'être confronté justement au travail direct sur le plateau, c'est-à-dire de travailler directement avec le comédien, ça permet quand même de s'apercevoir assez rapidement quel est le manque, quel est l'os qu'on a oublié de monter dans le squelette du personnage, et donc là on arrive à corriger. Et finalement c'est un travail que je continue de faire alors dans mes romans, même si évidemment je ne suis pas confronté aux comédiens directement, mais en tout cas c'est un réflexe que j'ai gardé, de donner la priorité pour tous mes personnages romanesques cette fois, à ce fameux fil de pensée que j'essaie de ne jamais lâcher. C'est une petite distinction qui se remarque effectivement dans le livre et qu'on a moins forcément l'habitude de voir. Peut-être c'est aussi ce qui vaut ces nominations et cette façon de vous démarquer par rapport à d'autres auteurs. Alors vous, Laurent Malo, de votre côté, il y a le théâtre, mais il y a aussi le cinéma. Donc cette fois, le comédien, c'est pas seulement sur les planches, mais c'est également aussi à l'écran. Vous avez été bercé par ce cinéma depuis l'âge de 14 ans, je crois, et ça a énormément influencé votre écriture. Oui, alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que moi j'aime bien dire ça quand je vais dans les collèges ou lycées avec les rencontres avec les élèves, parce que souvent on me demande comment vous avez fait pour écrire. Alors moi j'ai un côté complètement insouciant, voire inconscient. C'est que j'ai touché à tout, théâtre, cinéma, roman, parce que j'avais envie de le faire, point. Voilà. Et effectivement, j'ai vu des films, je suis dans une famille de cinéphiles, ma cousine était monteuse, c'était un peu comme ma grande sœur, elle était monteuse dans le cinéma, donc des films j'en ai vu tout le temps, j'ai lu aussi des livres, et puis j'ai lu des pièces, et je me suis dit, voilà, j'ai envie de tout faire. Et alors pour répondre à la question qui ne m'est pas posée, mais qui était posée à Alexis, il faut absolument partager. Voilà. À propos du théâtre, il y a quelque chose qui est essentiel dans le théâtre, qu'on peut ne pas avoir dans le roman. Dans le roman, ça arrive, on peut faire des digressions, parfois on peut être chiant. Au théâtre, on ne peut pas. Au théâtre, il y a un vrai souci d'efficacité. C'est proche des séries télé finalement, de ce qu'on regarde avec un dialogue, avec forcément une action. Ou même au théâtre, mais comme disait Alexis, sur une scène, quand le comédien se perd, c'est que ça peut être le texte qui ne va pas. Et moi j'ai écrit beaucoup, alors c'est pas marqué là dans vos fiches, parce que j'en parle pas souvent. Moi pendant 15 ans j'ai fait de la fiction pour France Inter, la fiction radio. Et là, c'était on lisait, les comédiens lisaient la pièce, enfin, le texte autour d'une table comme ça. Alors c'était en plus des très grands comédiens de théâtre qui venaient. Et ce qui faisait que c'était bien ou pas, c'était quand ils étaient dedans ou alors quand ils ne l'étaient pas. Et quand mon producteur me disait, il me prenait à part, il me disait regarde là, il s'amuse. Donc là, je savais que c'était bon, ça fonctionne. Voilà, il n'y a que comme ça. Et surtout, moi j'étais jeune auteur, parfois j'y allais avec mon père et les acteurs saluaient mon père en me disant c'est très bien ce que vous avez écrit. Non, c'était moi qui avais écrit. Et les acteurs, ça pouvait être, pour ceux qui s'en souviennent, Michel Robin, Pierre Santini. Et puis parfois il y avait des gens super connus, en tout cas par leur voix. Je me souviens d'une lecture autour d'une table. Alors moi j'avais le texte comme ça, je lisais, et puis j'entendais la lecture, et puis je me dis, mais je le connais lui quand même, je connais sa voix, je regardais, il me dit rien, et puis après je me dis, Robert Redford. Et c'était Claude Giraud, celui qui doublait Robert Redford. J'ai eu la même chose avec Jacques France, qui doublait, qui est la voix de De Niro, et donc c'est quand même des comédiens qui ont du talent, de bouteille, et là, il faut être bon, il faut être efficace. Donc, le théâtre, pour ça, c'est une super école. On ne peut pas se tromper. Il faut être efficace. Cette précision, elle émerge dans vos textes, et c'est toutes les remarques et les retours qu'on peut avoir de libraires. C'est grâce à des libraires tels que Paul Maria, de toute façon, qu'on peut découvrir aussi des textes comme les vôtres. Et tout le côté éclectique que vous avez dans vos écritures, parce que là on voit que, par exemple dans votre cas, il y a des écritures pour la jeunesse aussi.
vous avez fait d'autres choses que du polar pour adultes finalement? Moi, Lucky Loser, je ne l'ai pas écrit pour la jeunesse. C'est devenu après pour... C'est devenu. Il se trouve que l'histoire met en scène des lycéens qui vont démarrer une histoire de lutte des classes. Mais moi, je l'avais écrit pour des adultes parce que la lutte des classes, ça ne concerne pas trop les lycéens vu qu'ils ne travaillent pas encore. C'est un peu pour plus tard. Et chez Albin Michel, il voulait le prendre. Le grand patron de chez Albin Michel, qui est Francis Esménard, a adoré le bouquin. Et il a 80 ans. Et c'est lui qui a dit on va plutôt le mettre chez Albin Jeunesse parce qu'on va peut-être toucher plus de public comme ça, mais moi je ne l'avais pas écrit forcément pour la jeunesse. De toute façon, ce sont des textes qui s'adressent, voilà, comme d'autres éditeurs, les proposent souvent en jeunesse, notamment Sarbacane, effectivement ça touche un public adulte voilà, plus largement. Voilà, pour tout le monde. Moi j'écris pour tous, hein, j'ai pas de case. Donc dans vos derniers titres publiés, donc cet enquêteur que vous avez mis en scène, donc Mathieu Gange, est-ce qu'il a une... voilà, donc ça c'est aux éditions Prajolone pour le coup, vous avez publié chez plusieurs éditeurs également. Ce personnage, ce héros, est-ce qu'il est apparu d'une manière, on va dire, à un moment particulier de votre vie? Vous dites, maintenant il faut vraiment que je me lance sur quelque chose de spécifique. Au début, moi j'écrivais, je voulais que ce soit un scénario. C'était un scénario de long métrage qui s'appelait, alors le premier c'est L'Abbaye Blanche. J'en avais fait un scénario que j'avais fait lire à Philippe Torreton, qui avait adoré le personnage, qui avait passé le scénario à Bertrand Tavernier, qui m'avait aidé à retravailler un peu l'histoire, parce que Tavernier, au niveau de la procédure, il ne faut pas se tromper. Donc, on avait retravaillé. Et plutôt qu'en faire une énième version de scénario, j'en ai fait le roman, et c'est tombé au moment où j'avais une copine flic qui m'a fait connaître des auteurs de polar, parce que moi j'en étais resté à Chase, enfin ce qu'on faisait dans les années 80 voire avant, et elle me fait lire Michael Connelly et Harry Bosch, son personnage Harry Bosch. Et moi je me suis dit, voilà, moi je vais faire mon Harry Bosch, c'est Mathieu Gange, donc ce sera une trilogie. Le premier c'est L'Abbaye Blanche. Il y aura un troisième après. Voilà. Le deuxième c'est Sème la mort, et le troisième ce sera The One. D'accord, donc un point de synthèse par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, finalement, qui réunit un petit peu le côté théâtre, le côté cinéma, et cette fois qui s'inscrit évidemment dans une continuité sur du suspense. Pour revenir à vous, Alexis, votre roman, donc Nils, a quand même une particularité, à la fois de mettre, donc, comme on disait tout à l'heure, un personnage qui travaille dans le milieu du théâtre, et sur un moment clé de l'histoire, je crois qu'il vous affectionne particulièrement, un moment fort, l'après-guerre, où tout est à reconstruire, les gens sont aussi à redevenir de nouvelles personnes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce choix spécifique? Est-ce qui a conduit un petit peu votre écriture pour ce livre? Oui, pour résumer très brièvement, Nils, c'est l'histoire de deux amis en 1945 au moment de l'épuration. L'un, Nils, a été résistant, il est danois, il a été résistant au Danemark, mais avant-guerre, il faisait du théâtre avec un auteur de théâtre qui s'appelait Jean-François Canonnier. Et donc en 1945, Nils découvre que Jean-François, à Paris, va être jugé pour fait de collaboration et qu'il risque la peine de mort. Et donc Nils va rentrer du Danemark exprès pour sauver ou pas son ami, et surtout pour essayer de comprendre pourquoi Jean-François a basculé dans la collaboration. Alors c'est une période absolument passionnante pour un auteur de fiction, 1945, parce que justement c'est la période où on invente le récit national qu'on va raconter après-guerre. Et ce récit national, c'est celui de la France vainqueur. Or, les années qui ont précédé, la France a été tout de même pas franchement vainqueur, elle a été aussi vaincue, elle a été aussi collaborationniste, et en tout cas à cette période-là, c'est une histoire qu'on essaie plutôt de mettre sous le tapis pour mettre en avant la résistance. Alors c'est une période où on invente beaucoup d'histoires et où on s'invente beaucoup d'histoires, c'est-à-dire que nombre de personnages réels qui sont restés attentistes pendant l'occupation ou même qui ont été collaborationnistes se trouvent de magnifiques uniformes de résistants et s'épinglent de magnifiques médailles à la poitrine pour justement sauver leur peau.
et pour ne pas avoir à passer devant les tribunaux d'épuration. On s'est quand même beaucoup acheté, au sens propre du terme, on s'est acheté des certificats de résistants en 1945, même quand on avait plutôt travaillé pour Vichy, pour le gouvernement de Vichy. Donc tout ça pour dire que c'est une période où la frontière entre réalité et fiction est très mince. Et donc pour l'auteur de fiction, pour le romancier, c'est absolument passionnant de se plonger là-dedans et justement de mélanger les genres. De mélanger les genres pour être fidèle à l'ambiance de cette période-là, pour être fidèle à cette période où l'on n'arrivait pas à faire le distinguo entre le réel et la fiction. Donc c'est intéressant de voir un petit peu cette exploitation de cette histoire, parce que finalement on voit régulièrement des quantités de livres apparaître sur l'histoire, et toujours on est capable de découvrir encore des sillons qui n'ont pas été vraiment exploités ou explorés. En tout cas celui-ci est assez nouveau dans son genre. Qu'est-ce que vous envisagez d'écrire après ce genre de livre? Est-ce que vous avez encore des envies particulières sur des sujets d'histoire qui vous touchent aussi près? Parce que c'est ce qu'on ressent en fait dans ces livres-là. En fait, un parcours d'auteur, ça passe, je crois, comme Laurent disait très bien, ça passe par les envies. J'ai tout simplement envie d'explorer tel ou tel genre. Mais mine de rien, même si on franchit les frontières des genres, je crois qu'on trouve quand même une grande cohérence dans les parcours d'auteur, tout simplement parce que, quel que soit le genre qu'on explore, on a les mêmes obsessions qu'on ressasse d'un genre à l'autre. Et peut-être justement changer de genre, ça permet de faire rentrer de l'air frais, de ne pas se répéter, tout en approfondissant les thèmes sur lesquels on aime travailler. Une façon de se mettre en risque, mais en même temps de se renouveler sans pour autant tourner dans les mêmes schémas. Voilà, c'est-à-dire se renouveler tout en approfondissant le même sillon finalement. On n'a pas, je crois qu'on n'a pas assez d'une vie d'auteur pour approfondir un même sillon. Simplement, il faut le faire en se renouvelant. Et sur la façon de travailler l'un et l'autre, quand vous bâtissez vos romans, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous avez des systématismes qui sont en place? Est-ce que c'est au contraire de façon aléatoire? Vous faites un premier jet du bouquin, vous avez une construction quelque part? Est-ce que le théâtre vous a influencé là-dessus par rapport à cette façon de faire? Moi, plus le théâtre, le cinéma, moi je fonctionne toujours par synopsis. Et puis j'ai appris il n'y a pas longtemps comment ça s'appelait, la carte mentale. C'est-à-dire le mind mapping avec les outils. Voilà, jeter un petit peu sur une feuille, répondre à ces questions, ou comment mettre le personnage central au centre, et après surtout faire un synopsis. Pour ne pas se tromper quand on avance, avoir bien son fil rouge. Du début jusqu'à la fin. Voilà, et puis moi j'aime bien savoir jusqu'où je vais, connaître la fin. Alors il y a des auteurs qui ne font pas du tout, qui partent à l'aventure. Alors, moi j'ai pas de méthode, hein. Enfin, moi j'ai ma méthode, après chacun sa méthode. La méthode elle peut évoluer peut-être au fil des livres et des années, on expérimente aussi d'autres choses. Et puis ça c'est la cuisine interne à la fin, et il n'y a qu'un juge de paix, c'est le bouquin. Oui, il est bon ou il n'est pas bon, le bouquin. Et voilà, il n'y a que ça. D'accord, et Alexis, une manière un peu particulière, une influence. Comment s'appelle ça, le mapping? Le mind mapping, la vision mentale. Ça, des outils très bien faits. Finalement, c'est ce que faisait Georges Simenon aussi, en posant sur une enveloppe le nom de ses personnages, quelques lieux clés, et la fameuse enveloppe jaune de Simenon. Écoutez, j'ai besoin de connaître très en détail le début de l'histoire, que ce soit théâtre ou roman. J'ai besoin de connaître très en détail le début et de connaître la fin pour savoir dans quelle direction je vais. Après, le travail peut varier d'un projet à l'autre. Parfois, j'ai besoin d'un plan très détaillé. Par exemple, pour Niels, j'ai eu besoin d'un plan extrêmement détaillé, d'un synopsis très détaillé. Probablement parce qu'il y avait aussi beaucoup de matière historique dans le roman. Et par contre, sur d'autres projets comme celui sur lequel je travaille en ce moment, j'ai très peu de... j'ai pas de plan, quasiment pas. J'ai un peu des espèces de vignettes, des scènes, mais elles sont encore dans le désordre dans ma tête. Et je les sors le matin quand je me mets au travail. Je les sors de ma tête comme d'un tiroir. Et je pense qu'en ce moment, j'essaie plus de faire confiance à mon inconscient pour savoir, tiens, aujourd'hui, je m'attaque à tel ou tel chapitre. D'accord.
Et en termes de publication, quelles sont vos prochaines échéances, on va dire, à apparaître ou à découvrir? Où est-ce qu'on va vous retrouver prochainement? Là, vous avez des choses qui viennent de sortir depuis pas très longtemps pour certains. Vous avez déjà des choses de calées ou peut-être... Oui, je crois que c'est un besoin quasi permanent d'avoir quelque chose au projet. Oui. Nils est sorti en septembre. Et là, je travaille sur le suivant, qui est un roman, donc qui n'est pas un polar, ni du théâtre. Moi, j'ai plein de choses, je vais faire ma pub. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. Alors, moi, j'ai écrit une comédie romantique, donc encore rien à voir. Et souvent, on me demande, mais comment vous passez de l'un à l'autre? Mais en fait... Ce sont des émotions. Donc voilà, moi j'écris comme je suis spectateur. Je vais pas voir que du polar au ciné. Je vais voir des tas de films et j'aime bien le genre, donc j'aime bien toucher à tout. Donc une comédie romantique. Là, je suis en train de finir un roman sur la violence familiale, qui parlera aussi de résilience, qui ne sera pas quelque chose de trop sombre. J'écris le dernier de la trilogie d'Ange. Et je vais normalement publier un roman que les éditeurs ne voulaient pas parce qu'ils ne savaient pas dans quelle case le mettre. Ça s'appelle L'homme qui voulait devenir psychopathe. C'est un type qui a 45 ans. On sort de la comédie romantique. Oui, voilà, on en sort. Mais il y a un côté comique quand même. Le pitch, c'est quand on a raté sa vie et son suicide et qu'on décide de devenir psychopathe, mieux vaut ne pas rater ses crimes. Sauf que lui, il rate toujours tout. Voilà. Il y a ça. Et normalement, une pièce, donc là, rien à voir, sur l'enseignement, une pièce de théâtre qui devrait voir le jour à Avignon en 2019. D'accord, bien merci pour cette actualité. Et puis surtout, on a le plaisir de vous retrouver demain encore également, et ce soir en signature, pour prendre vos ouvrages et découvrir un petit peu ces textes plus en profondeur. Merci de votre participation, merci d'avoir écouté. Merci. J'essaie de respecter le timing.